Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Nous nous retrouvons entre la semaine 3 et la semaine 4 de compétition. Qu'est-ce que ça va vite, on est presque à un cinquième de la saison, ça va à une vitesse folle, c'est incroyable. Pour ce podcast du jeudi où on va, comme d'habitude, traiter d'un thème d'actualité autour de la NFL. Alors, en semaine 1, on avait fait les overréactions de la semaine 1, vous pouvez les réécouter. Il y en a certaines... Bon, c'est encore en vie, et puis d'autres qui ont mal vécu. Mais enfin, si vous n'avez pas écouté le podcast, vous pouvez le retrouver bien évidemment. La semaine dernière, on avait accueilli Peter Anderson pour parler du déclin présumé des Chiefs de Kansas City qui ont depuis battu les Giants de New York. Et cette semaine, on va s'intéresser à deux équipes assez surprenantes en ce début de saison, les Colts d'Indianapolis et les Buccaneers de Tampa Bay, qui sont tous les deux invaincus depuis le début de cette saison. On va essayer de voir si ça va durer. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent si bien en ce début de saison ? Est-ce que finalement ce serait pas un début de saison en trompe-non-œil ? Nous allons voir tout ça avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bien pour une fois, c'est pas le podcast de la déprime, ça fait plaisir. On va parler. Mais attends, ils arrivent. Hein. Bouge pas. Mais je sais que t'en as plein. On va parler des Browns, t'inquiète. Je sais que tu me détestes et qu'on va parler des Giants, des Browns, des Jaguars, à un moment où je sais pas de quelle équipe du fin fond des États-Unis qui va me faire plonger encore. Mais c'est pas ce soir. Comme tu l'as dit, deux équipes surprenantes, à mon sens, l'une un peu plus que l'autre. Une des deux qu'on n'attendait quand même pas à telle fête. On va explorer un petit peu les raisons de tout ça, du moins les premiers éléments que l'on a, et puis aussi peut-être se poser la question, est-ce que ça va durer ? Eh oui. Est-ce que ça va durer ? C'est la question que se posent toutes les compagnes de mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Merci pour cette intro. J'en profite pour faire un coucou amical et à Elliot qui est à Indianapolis. Je croyais que tu allais parler de Vince. J'allais dire, en parlant de durée, tu vas parler de Vince. Mais non, c'est pas... Non, pas le macaron. Non, Elliot qui est parti pendant un an à Indianapolis, qui fait des capsules régulièrement pour les réseaux sociaux, notamment en ce moment pour les playoffs WNBA. Vous entendez sur le podcast WNBA très régulièrement, et que j'espère vous entendrez bientôt sur N1 sur la NBA. Et puis ça nous permet d'avoir des articles sur The Playoff même en pleine nuit avec Elliot, c'est ça qui est sympa. Et on salue Elliot du coup, parce que des fois, à 4h du matin, il y a des articles qui paraissent. Alors des fois c'est moi pour les résumés des matchs de la nuit, mais des fois aussi c'est Elliot. Comme ça on se concurrence avec Elliot à 5h du mat, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire ? On salue Vince aussi qui n'est pas avec nous. Alors le mercredi, il est pas toujours là, mais là il est un peu souffrant, il a un rhume, notre Vince, donc on le salue bien évidemment, on espère par contre que le médecin ne sera pas trop loin. Est-ce que c'est une soupape de sécurité qui n'est plus en sécurité ? Du coup oui, la soupape elle a sauté. Alors, on va parler... On va commencer par qui ? On va commencer par les Colts d'Indianapolis, parce que c'est peut-être, Seb, tu le disais, la plus grosse de ces deux surprises de début de saison. Les Colts d'Indianapolis, que notre ami Wai, qui on le salue bien bas, situé parmi les pires équipes de la ligue dans le podcast Prédiction, que vous pouvez là aussi réécouter, et qui pourtant sont... pour l'instant à 3 victoires et aucune défaite. Puisqu'on va parler des Colts, je vais me permettre de saluer également Edo, qui gère une partie de la communication des Mousquetaires, qui est fan des Colts et qui est à peu près le seul fan des Colts que l'on connaît en France. Les Colts d'Indianapolis, qui sont donc peut-être, mon Seb, la nouvelle force de l'AFC Sud, avec notamment un pari gagnant pour l'instant, le pari Daniel Jones. Nouvelle force de l'AFC Sud, en tout cas sur ces 3 journées, c'est à mon avis même une des meilleures équipes de l'AFC tout court. Une équipe qui a connu pas mal de transitions lors de l'intersaison. Alors il faut tout de même se souvenir que lors de la saison précédente, en 2024, ils sont pas passés si loin que ça des playoffs. Ça s'est vraiment joué à 1 ou 2 rencontres près, et ils se sont sacrément tiré la bourre avec les Texans jusqu'au bout du bout, jusqu'à la 17e journée. Notamment, il y a eu une défaite contre les Giants en 16 ou 17, je sais plus, chez les Giants qui n'avaient plus rien à jouer, qui a plombé les espoirs de playoff de l'équipe. Et les espoirs de first pick des Giants. Aussi. Ouais. Comme quoi, la lose, ça peut être des deux côtés lors d'une rencontre. Voilà la preuve.
Donc, pas mal de mouvements, enfin du moins un mouvement qui a été remarqué, bien sûr, lors de l'intersaison, c'est le recrutement de Daniel Jones. Daniel Jones qui, pendant 6 ans, a été l'ange sacrificiel des Giants de New York, qui a eu un début de carrière particulièrement compliqué du côté de la grosse pomme. Pour rappel, ses stats en carrière aux Giants, en 6 ans, c'est 64,1% de réussite, 14 582 yards lancés, 70 touchdowns, 47 interceptions. Lors de son arrivée, le coaching staff avait été très très clair, la place de quarterback titulaire était ouverte. L'expérience Anthony Richardson s'est avérée assez décevante jusqu'ici. C'est un joueur qui a été très souvent blessé, qui a fait montre de quelques moments de brillance, mais qui aussi, à côté de ça, a fait preuve de quelque chose qu'on pourrait qualifier d'incompétence sur de nombreuses séquences de jeu. Donc, le poste était ouvert. Arrive l'ouverture de notre saison 2025. Daniel Jones a gagné la place de titulaire. Alors, beaucoup de monde était plutôt satisfait pour lui, parce que ça ressemblait à un rebond dans sa carrière. Et ces mêmes personnes se sont réjouies encore plus en regardant ces chiffres: 71,6% de réussite, 816 yards lancés, 3 touchdowns en 3 matchs. Il n'a jamais été à pareille fête. Et pourquoi ? Parce qu'il se retrouve dans un environnement beaucoup plus sain qu'à New York, qu'il a une ligne qui le protège, qu'il a un jeu au sol sur lequel se reposer. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, dans cette réussite des Colts sur ces 3 premières journées, c'est qu'en fait, parmi les pièces maîtresses, il n'y en a qu'une seule qui a été changée. C'est le quarterback, parce que tous les autres skills players autour de lui, c'est les mêmes que l'année dernière. On disait d'ailleurs que le corps de receveur allait peut-être manquer un peu de profondeur. Il y a du talent dans le corps de receveur des Colts, il n'y a pas de problème là-dedans, mais ça pouvait manquer un peu de profondeur et tout pour l'instant. Alors ça marche bien. On va parler juste après de Jonathan Taylor, qui lui aussi réussit un très très bon début de saison. On va donner quelques stats, et ça fait partie aussi évidemment de ce début de saison réussi des Colts. Mais juste avant ça, bon, il y a forcément parle-nous de Daniel Jones, toi qui l'attends si bien connu, ce saint Daniel Jones. Est-ce que finalement lui avoir donné une ligne, ça change tout ? Forcément, ça change tout. Quand il a du temps pour lancer, pour faire ses lectures, il n'a jamais eu le temps du côté de New York. Si un petit peu la première saison, parce qu'il était jeune, il était insouciant, et puis à force de se prendre des coups, je pense qu'il était marqué plus psychologiquement que physiquement. Et pourtant, Dieu sait qu'il a eu des blessures. Il a eu les genoux, il a eu le cou, il a eu sur le bras de lancer, il a eu des choses. Et là, effectivement, comme l'a dit Seb, le fait que la pression soit beaucoup moins grande du côté d'Indianapolis, qu'on n'attend pas grand-chose au final des Colts, si ce n'est... c'est dans une division... On va rappeler qui sont les adversaires de division. Il y a les Titans qui sont en pleine reconstruction. Les Jags, on ne sait pas ce que c'est. Et pour l'instant, il n'y avait que les Texans. Ouais, mais les Texans, à côté pour l'instant. Qui sont pour l'instant, si une pièce est lancée, elle tombe sur la tranche à chaque fois. Donc, ils ont pas de bol. Donc, en fait, du côté des Colts, j'ai envie de dire tout roule. Il y a plusieurs choses dont on va parler. Donc, il y a tout pour qu'il soit mis dans des bonnes conditions. Et comme Seb l'a rappelé, le poste était en compétition. Donc, il est arrivé avec la confiance de tout l'effectif. Donc, du coup, ça aide. Et surtout, ça montre une chose, c'est que quand tu as tout construit, tu peux mettre n'importe quel quarterback qui, avec un peu d'expérience et un bon quarterback de système, ça fait la diff. Donc en fait, ils ont peut-être essuyé les plâtres en changeant, je ne sais pas combien de fois depuis le départ à la retraite d'Andrew Luck, ils ont quasiment changé tous les ans leur quarterback titulaire à la week 1, sauf l'année dernière où c'était Anthony Richardson, qui a été 2 années d'affilée, dont une fois où il était rookie. Et là, en fait, ils ont peut-être trouvé une certaine stabilité. Et il y a une chose qu'on m'a fait remarquer, c'est que le coach Steichen, j'ai toujours du mal à le prononcer. Steichen, oui. Steichen,
Voilà, il était coordinateur offensif du côté de Philadelphie. Donc, du coup, il a eu le temps de voir quelles étaient les qualités de Daniel Jones et il a pu voir des choses dans ce joueur et donc il a ajusté par rapport à ça. Alors, il y a Yaya qui a dit un truc intéressant sur toute la longueur du truc. Bon, ça fait pas beaucoup de réussite, mais c'est à peu près le même taux de réussite chez les Giants. Ou que les Saints. Une chose intéressante pour qu'a dit Yaya, c'est à partir de ce moment-là, on pourrait mettre n'importe quel quarterback expérimenté, je précise expérimenté, a-t-il dit, et ça aurait réussi. Justement, la question que j'allais poser, mais je pense que tu as déjà un petit peu répondu, Seb, tout à l'heure, c'est si on avait laissé Anthony Richardson, si on n'avait pas fait le choix de Daniel Jones, parce que ça a été, et tu l'as rappelé, un vrai choix pendant l'intersaison. Pendant le camp d'entraînement, c'était ouvert. Shane Steichen a choisi de prendre Daniel Jones plutôt que Anthony Richardson. Est-ce que, à ton avis, si ça avait été Anthony Richardson, aujourd'hui, l'école se serait à 3-0? C'est toujours difficile de répondre à ces questions, mais si on doit se baser sur les performances passées de Richardson, je vais te répondre non. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un joueur qui a passé ses intersaisons plutôt à soigner ses blessures plutôt qu'à travailler son football. C'est difficile de faire les deux en même temps à sa décharge. Et c'est qu'un cas, on parle d'un joueur qui a joué qui a joué 18 matchs en 2 saisons. Oui, et puis c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est que Redshirt, et il n'a pas joué sa saison universitaire. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que les joueurs autour n'ont pas forcément beaucoup bougé. Enfin, dans les skills players, le running back, les receveurs, la ligne reste grosso modo à peu près la même. Si ça avait pas marché l'an dernier, il n'y a pas de raison que ça ait marché mieux cette année avec Anthony Richardson. Tu vois, ça reste les mêmes joueurs autour de lui. Maintenant, est-ce que pour toi, Yaya, est-ce qu'un autre QB que Daniel Jones aurait fait aussi bien que Daniel Jones? Si tu prends quelqu'un d'expérience, tu prends, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, Russell Wilson, n'importe quoi. Tu mets Russell Wilson aujourd'hui chez les Colts, est-ce qu'ils sont à 3-0 pour toi? Oui. Oui, tout à fait. Moi, je pense que, en fait, et on va en parler. Il aurait dû aller chez les Colts. Du coup. Non, parce que c'est un autre. En fait, Russell Wilson, il allait aux Giants pour autre chose, mais pour une autre raison. Non, c'est pas la même gamme de prix, c'est pas la même gamme de prix non plus, Russell Wilson et Daniel Jones. Donc. Mais c'est combien? C'est 18 millions et 17 millions? Alors, je vérifie les contrats pendant que tu fais ta... Ouais, non, c'est Madame Wilson qui voulait habiter à New York. Faut pas se leurrer. Ciara, voilà. Enfin, bon, bref. Mais ouais, je pense qu'un vrai quarterback sera posé avec de la bouteille. Oui, tu vois. Je pense que même un autre type Carson Wentz, why not, tu vois. Et ça peut être pas mal. Alors, de ce que j'ai, c'est Russell Wilson, c'est 10 millions. 10 millions 500 000 c'est vrai que... cette année. J'ai confondu avec les 18 millions sur 2 ans de James. Oui, peut-être. Et tu m'as dit donc Daniel Jones, je vais vérifier tout de suite, comme ça nos auditeurs auront toutes les données en main, c'est 14 millions. Daniel Jones, il a coûté plus cher. Il a coûté plus cher que... Alors oui, attends, j'ai le cap hit. Oui, c'est ça, 14 millions. Donc Daniel Jones, c'était... tu vois, les Colts, ils auraient pu donner de l'argent à Russell Wilson. Il aurait pu choisir une autre équipe et aujourd'hui, il gagnerait. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. On a parlé... Ah non, tiens... Pendant qu'on est sur les quarterbacks de New York, juste préciser à nos auditeurs que vous aurez droit à un épisode supplémentaire de Tailgate cette semaine, puisque ce vendredi matin, on va faire un Tailgate Actu, ça durera 25-30 minutes, et on parlera uniquement de la titularisation de Jackson Dart chez les Giants de New York. Il y aura Yaya, il y aura Bertrand, bref, il y aura tous nos fans de New York, ça va être absolument... Il manque que le chef qui va te présenter à la RH pour un entretien préalable. On peut inviter le grand chef aussi. Il a le droit de venir aussi, mais je suis pas sûr. Là, vous aurez la totale. Là. Vous aurez la complète. C'est la crève complète avec tout en plus. Alors le champignon, c'est qui? Je voudrais savoir.
On en revient donc à ce podcast, donc un podcast qui sortira vendredi, un petit bonus Tailgate Actu pour parler de la titularisation de Jackson Dart. Ce sera donc demain sur vos plateformes d'écoute. On en était où? On en était à Daniel Jones et on en était aux Colts, et on nous disait qu'on allait parler aussi de Jonathan Taylor, parce que s'il y a quelqu'un qui réussit bien cette saison chez les Colts, c'est aussi Jonathan Taylor, 338 yards depuis le début de la saison. Autant dire qu'il est leader des yards à la course parmi tous les running backs de NFL, et il devance James Cook de un peu plus de 50 yards, quand même, ce qui est quand même pas mal, quand même pour ce début de saison. Jonathan Taylor, c'est un joueur qui avait commencé très fort sa carrière. On va le rappeler rapidement, 2020-2021, notamment une saison 2021 exceptionnelle. Et puis après, des blessures, un creux en 2022-2023. Et ça revient fort, Seb, depuis maintenant la saison dernière. Effectivement, après, il faut tout de même noter que dans sa carrière, Jonathan Taylor, les 2 seules années où il ne franchit pas la barre des milliards, c'est les années où il se blesse. Ouais, donc, il reste quand même... matchs maximum. Ouais. Voilà. Il est quand même toujours resté à un niveau de performance très élevé. Je trouve que c'est un joueur qui n'est pas assez estimé, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Tu as rappelé ces chiffres justement, Flav. 338 yards en 60 courses. Il est leader de la ligue dans ces 2 catégories, au nombre de portées et nombre de yards parcourus. 112,7 yards de moyenne par match. Et il a déjà marqué une fois, oui, c'est bien ça. Attendez, je me suis un petit peu embrouillé. 4 fois. 3 fois au sol et 1 fois sur réception. Autant pour moi. Donc, il reste c'est un joueur qui est toujours à un niveau de performance qui est excellent, qui est très très bon. Est-ce qu'il va pouvoir réitérer l'exploit de la saison où il avait terminé meilleur rusher avec, si ma mémoire est bonne, 1811 yards en 2021. Il est sur de très bonnes bases pour réussir à nouveau cet exploit. Et je le répète, pour moi, c'est un joueur qui, je vais pas dire qui est sous-estimé, mais qui n'est pas considéré à sa juste valeur. C'est un des très très bons featured backs de la ligue, et je trouve que son nom n'est pas suffisamment cité quand on passe en revue les bons running backs ou les bons skills players offensifs de la ligue. S'il continue sur ces bases-là, il y a peut-être même un prix de Offensive Player of the Year qui pourrait l'attendre. C'est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer. Il va falloir garder l'œil dessus. Moi, je suis très, très, très heureux de le voir performer de cette façon. Surtout que faut rajouter aussi à ça sa capacité à gagner des yards en réception. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, parce que sur sa très bonne saison 2021, il avait déjà 360 yards en réception. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais là, il est déjà en 3 matchs à 93 yards. Donc c'est 11,6 yards par réception. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui passe le ballon, il y a first down, quasiment. C'est automatique. Il sait tout faire, il est explosif, il est rapide, il a des mains, il peut bloquer, il peut jouer physique, il peut faire des cuts et faire tourner les défenseurs dans leurs crampons et casser des chevilles. C'est un joueur formidable, Jonathan Taylor. Il est à 112,7 yards par match depuis le début de cette saison, donc au-dessus de sa moyenne de 106,5 qui l'avait emmené à 1811 yards en 2021. Autant dire que s'il continue sur cette dynamique, Jonathan Taylor, ce sera peut-être un argument de poids pour une très bonne saison des Colts. Ah mais complètement. Mais il bénéficie du fait que le jeu de Daniel Jones va lui ouvrir du terrain, parce que choisis ton poison. Si t'es plutôt une défense qui se prépare contre les airs, lui il va punir au sol, et inversement. Donc c'est une double menace. Donc c'est plutôt très intéressant, et je pense que l'un et l'autre, ça mène de bonnes choses. Ça rappelle un peu le duo que Daniel Jones faisait avec Saquon Barkley la saison où ils sont allés en playoff avec les Giants. C'est-à-dire une ligne qui tient, des receveurs qui font le jeu, Daniel Jones qui distribue, et un running back qui fait des yards.
Juste rappeler aussi quelques chiffres globaux parce que c'est assez intéressant. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis penché sur les chiffres de général de l'attaque et de la défense des Colts. C'est la deuxième meilleure attaque en nombre de yards gagnés moyens, 418,7 depuis le début de saison. C'est la troisième meilleure attaque en nombre de points marqués. C'est la meilleure ligne offensive en nombre de sacs concédés aussi. Et si tu prends la défense, c'est la 7e défense en yards concédés. Et ils font partie aussi du top 10 en nombre de points encaissés. Bref, est-ce qu'il y a une faiblesse, mon Yaya, dans cette équipe? Alors, faut juste dire une chose, c'est que déjà, ils ont joué Miami. Donc forcément... Attends, on y vient au calendrier. Oui, mais non, mais en fait, quand tu joues Oui, Miami... c'est problème. Est-ce que c'est Miami qui était mauvais ou est-ce que c'était les Colts qui ont rendu Miami mauvais? C'est ça le truc? Parce ils ont fait un très mauvais match. Oui, non, mais d'accord, mais prends Miami contre les Bills, c'était pas des pompes à vélo non plus. Oui. Tu vois, donc. Non, mais je suis d'accord. Ils ont joué Miami, ils ont joué Denver, la plus grande équipe du Vaucluse, et également Tennessee. Donc, alors, je te conseille de pas trop te moquer de Denver parce que tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fan de Denver. Notamment chez Bein Sport. On va le saluer, Rémi Reverchon, qui est fan de Denver aussi. Donc, voilà, donc on se moque pas des Broncos parce qu'on adore Rémi. Voilà. Pour Vince, il peut y aller, mais... Oui, d'ailleurs, qui sortent deux bouquins, là. Donc, voilà, faut acheter les bouquins de Rémi. Voilà. Il peut... Pour Rémi, ça lui fera plaisir. Voilà, il peut envoyer des exemplaires à The Playoff, qu'il n'hésite pas. Voilà, dédicacé pour Yaya. Voilà. Bref. Non, mais ils ont quand même. Moi, je pense que tu vois, l'échantillon statistique est un peu faible pour tirer des conclusions. On verra. Déjà, il y a un gros test la semaine prochaine. Chez les Rams, ouais. Ouais. Et là, on va voir de quel bois ils se chauffent. Donc, ils vont arriver lancés comme des frelons. On va pouvoir voir ce que ça donne. Moi, j'ai peur que, tu vois, statistiquement, Miami fausse la donne. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Et qui est l'œuf et qui est la poule là-dedans? Je pense que la vérité, c'est un peu des deux. Ils ont fait un très bon match et Miami a fait un très mauvais match. Ça, c'est une certitude. Malgré tout, pour moi, ça fausse complètement les stats sur 3 matchs. Donc, pour moi, c'est ça. On va attendre de voir ce que ça va donner. Malgré tout ce qui est pris n'est plus à prendre. 3 victoires. Je pense qu'ils ont déjà fait un gros tiers de ce qu'il faut pour aller gagner la division. Sachant que les Texans sont à 0-3, je pense que à 9 ou 10 victoires, la division devrait pouvoir se jouer. Mon cher Seb, tu dodelines. Pourquoi dodelines-tu? Oui, je dodelinais parce que moi, je veux bien entendre l'argument de Miami. Quand Seb dodeline, c'est que ça va pas. On se doutait que les Dolphins, ils seraient pas bons au début de cette saison. Ils ont quand même battu Denver, qui était censé être plus redoutable que ce qu'ils montrent actuellement. Tennessee, là aussi j'entends l'argument. Effectivement, le gros test, ce sera le week-end qui vient. Après, tu regardes la défense. Moi, je dirais que le petit point faible qui me chagrine un peu, c'est peut-être le pass rush. Seulement 7 sacs en 3 matchs, c'est moyen. En revanche, c'est une défense qui a déjà collecté 4 interceptions en 3 matchs, dont 2 pour le seul Cameron Bynum, un des renforts de l'intersaison, lui aussi, si mes mémoires ne me trompent pas. Et sur ces 4 interceptions, il y a déjà un pick six de Kenny Moore. Donc, effectivement, on pourrait être un petit peu circonspect sur l'ensemble. Par la suite, alors il faut voir si le calendrier se muscle un petit peu. Pas forcément beaucoup, non. Pas forcément beaucoup, effectivement, parce qu'ensuite Las Vegas, Arizona, les Chargers qui arrivent, Tennessee, Pittsburgh, dont on ne sait pas trop ce qu'on a. Ensuite Atlanta, et après ils seront en bye, et après à la bye, va falloir s'encaisser Kansas City. Bon, il y a tout de même, s'ils sont sur cette lancée-là, il y a tout de même beaucoup de victoires potentielles dans
dans ce calendrier. Avant la bye, ils peuvent encore en prendre, s'ils sont sur cette lancée, au moins 4 ou 5. Donc ça peut les placer déjà à 7 ou 8. Ce qui déjà serait, encore une fois, je pense que la division va pas jouer à beaucoup plus de 10. Donc franchement, ils seraient déjà en très très bonne voie pour aller chercher éventuellement un titre de division. Ce qui leur manque peut-être, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est pour l'instant une victoire contre les Texans. S'ils avaient eu les Texans très tôt là dans leur calendrier et qu'ils les battent, qui tournent à 4-0, les Texans à 0-4 avec une victoire contre le principal rival dans la division, ce serait vraiment très très bien engagé. Là, tant qu'il n'y a pas eu cet étalonnage, je crois que les matchs contre Houston arrivent assez tard. Semaine 13. Voilà, semaine 13 et semaine 18. Donc voilà, c'est là que ça aura peut-être changé d'ici là. Ça peut déjà être plié, et du coup, c'est pas contre les Texans, ça va être contre Jacksonville qu'il va falloir... voilà, que ça va jouer. Que les Titans reviennent Non, on y croit peu, mais bon, on y croit peu. Oui, je crois pas. Pourquoi pas? Non. Tennessee, t'as déjà le public qui demande la tête de Brian Callahan au bout du Je sais pas si vous avez vu c'est Pittman, je crois, de la sortie de Pittman là qui a dit il y a 2 jours que quand il avait regardé les Titans s'entraîner, il savait déjà que les Colts allaient gagner parce que en fait à l'entraînement il y avait l'échauffement d'avant-match, il y avait aucune intensité de la part des Titans, qu'ils avaient l'impression de s'en fiche complètement de jouer un match, qu'ils savaient même pas si ça allait être eux qui regardaient, et tous les Colts avaient regardé l'échauffement des Titans circonspect en se disant mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de jouer le match? Et quand tu te dis ça, tu te dis waouh. C'est violent. Ah oui, c'est violent, oui. Peut-être que Tennessee cherche à faire comme Jacksonville, à avoir un back-to-back first pick. Ouais, peut-être. Ça a réussi à Jacksonville. Jacksonville. D'ailleurs, ils sont au sommet de la ligue depuis. Alors. Ouais, ils ont fait une finale de conf. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Et il y a des équipes qui aimeraient faire des finales de conf. On va faire ce que Seb préfère, c'est-à-dire les projections audacieuses. Projetons-nous, mon cher Seb. Est-ce que tu vois les Colts aller loin cette saison? Quand je dis loin, c'est aller minimum titre de division, retour en playoff, voire pourquoi pas finale de conférence, voire pourquoi pas Super Bowl, voire pourquoi pas victoire finale. Si Daniel Jones est champion, moi je sais pas ce que je fais, mais enfin voilà. Bref. Ça serait du en tout cas, c'est un QB qui est reconnu et on en parlait tout à l'heure, mais son coach disait, Sean Steichen disait dimanche que c'était quelqu'un qui travaillait énormément, et ça on l'avait déjà dit à New York, c'est vraiment on a pu être alors même pas spécialement sévère avec lui dans ce podcast, mais voilà, il n'a pas été mis dans des bonnes conditions à New York, mais on a toujours dit que c'était quelqu'un qui travaillait énormément, qui était vraiment dans toute la semaine à réviser, et que ça avait l'air d'être un gars qui s'en fiche pas complètement de son boulot quand il y a des défaites et tout, comme ça peut être le cas chez certains. Donc il est plutôt récompensé de son travail et de sa bonne mentalité, ce qui est plutôt une bonne chose, et tant mieux pour Daniel Jones. Je t'ai coupé la parole, je te la redonne, mon Seb. Où vont les Colts cette année, à part Indianapolis? Alors, si on continue sur cette lancée, et puis surtout au regard de l'effondrement total des Texans de Houston en début de saison, j'irai au moins jusqu'au titre de division. Après, c'est après que ça se corse. Ils vont forcément passer par un tour de wildcard, et là, tout dépend du tirage, hein, soyons honnêtes. Le calendrier présente des hauts et des bas. On a parlé de ce début de saison qui est peut-être un petit peu en trompe-l'œil, mais on a vu des cas plus improbables. Hein. Souvenez-vous, il y a 2 saisons de ça, on a bien vu Tampa Bay faire chuter en playoff les Eagles, alors archi favoris pour aller au Super Bowl. Donc, on va dire au moins le titre de division, au moins les playoffs. Peut-être qu'en janvier, mes propos auront très mal vieilli, mais je les vois bien. T'inquiète pas. Oui, je me doute bien que vous me le ressortirez pas. C'est pas l'état d'esprit du groupe. Non, toi t'es le chouchou, il te fait jamais ce genre de choses. Et je suis pas le chouchou, je suis travailleur, moi, monsieur. Voilà. Et comme je suis le Daniel Jones de voilà. Efficace et travailleur, tu vois.
C'est tout Et ce qu'on discret demande. avec ça. Et modeste également, je tenais à le rajouter au cas où. Et humble. T'as oublié Voilà, humble. non, Alors voilà. toi, c'est plutôt Stéphane Dix, tu vois, traîner avec des sachets de poudre un peu partout. Quoi, tu vois. Oh là là. Et beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes autour de toi, tu vois, comme à Bobin. Quoi. Bref, allons-y. Tu disais Donc, titre de division et le retour en playoff. Après, pour eux, le reste, c'est que du bonus. C'est que du bonheur. Mon Yaya, après cette très mauvaise imitation, et Dieu, alors rassurez-vous, hein, il n'a imité que ça de Patrick Sébastien. Il est encore habillé. Vas-y, mon Yaya. Alors, la division, je pense que ça va jouer avec les Jaguars. Ah, tu mets les Texans carrément, du coup, au bout de 3 matchs. C'est comme ça. Toi. Oui. Ouais, le problème, c'est que ils ont pris de l'avance et il va falloir les récupérer. Et même s'ils finissent fort, les Texans, maximum, c'est cette victoire maintenant. Hein. Donc voilà, ça veut dire Non, maximum, maintenant, c'est 14. Oui, mais tu vois, faudrait qu'ils gagnent. C'était 3-17, je vois pas où est le problème. Non, mais moi, je les vois maximum à cette victoire, donc c'est trop tard. Autant que les Giants selon Bertrand, du coup. Oui, tout à fait. Et donc, tu vois, ça veut dire 50% de victoire sur ce qui reste. Donc, et déjà, c'est même pas sûr. Donc, je vois plutôt une bagarre avec Jacksonville. Jacksonville qui en a déjà perdu un, mais qui peut, sur les confrontations directes, revenir au moins à égalité. Allez, je les vois à la bagarre, mais cette année, il y a Daniel Jones, alors je vais partir pour eux pour gagner le titre de division et après on voit. Ah oui, je vois que ton amour de Daniel Jones ne s'est pas départi, c'est bien. Ah mais moi, excuse-moi, mais contrairement à la réputation que tu veux me donner, la fidélité c'est très important pour moi. 5 secondes de blanc pour que les gens réfléchissent à cette phrase. Alors, Tampa Bay. La question est de savoir, Tampa Bay, mon cher Seb, on va commencer, ça fera figure d'intro. Tampa Bay est-il vraiment une surprise de ce début de saison? Parce qu'il y en a qui les mettent dans les très bonnes surprises, avec leur bilan de 3-0. Ils sont habitués à commencer à 2-0, 3-0, c'est un peu plus rare. Mais d'autres se disent, finalement, c'est une continuité de ces dernières années. Tampa Bay est champion depuis déjà plusieurs années de la NFC Sud. Je vais reprendre cet argument. C'est une surprise, oui et non. Est-ce que c'est surprenant que Tampa Bay soit en tête de la NFC Sud? Non. Parce que après tout, ils dominent la division depuis 2020. Même le départ de Saint Tom Brady n'a pas érodé cette domination. Comme quoi, donc le fait qu'ils soient en tête de leur division, même aussitôt dans la saison, c'est pas une surprise. Le 3-0, c'est un petit peu plus surprenant, et notamment parce qu'il y avait un point qui posait pas mal de questions, c'était le départ de Liam Cohen, qui est parti pour prendre un poste de head coaching. Et Liam Cohen, il avait fait du très très bon travail avec Baker Mayfield la saison précédente, et aussi sur le fait que Tampa Bay, mine de rien, connaît son 3e coordinateur offensif en 3 saisons. Alors, ils partent pas parce qu'ils sont virés, parce qu'ils sont mauvais. Au contraire, ils partent parce qu'ils sont très bons et qu'ils vont prendre après des postes de head coach dans d'autres clubs. Et malgré ça, Mayfield, si on ne parle que de lui, il reste plutôt performant. 61,6% de réussite, c'est correct. 615 yards, 6 touchdowns lancés en 3 matchs, bon sang de bonsoir, et pas encore d'interception. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que statistiquement, l'ensemble offensif se classe pas très très bien. 22e à la passe et à la course en matière de yards, 12e en scoring, un jeu au sol qui est plutôt inconsistant parce que le duo Bucky Irving, Rashad White, ça arrache quand même pas beaucoup de terrain, hein. C'est 265 yards et un touchdown à eux deux en 3 matchs, ce qui nous fait un magnifique 3,6 yards par portée. Cumulé, une fois de plus, réparti entre les deux. Il y a des difficultés. C'est plus que Josh Jacobs contre les Browns.
qui a fait un match intéressant pourtant contre les Browns. Josh Jacobs. Écoutez le débriefing si vous n'avez pas la ref. Il y a des personnes dans cette rédaction qui trouvent que les Packers ont eu un jeu au sol intéressant contre les Browns. C'est pas bien de se moquer de ceux qui sont pas là. J'ai un peu de mal à comprendre l'argumentation. Bref. Il y a des difficultés sur l'offensive line. Le jeu au sol, comme on l'a dit, il y a 6 sacs concédés déjà et 18 pressions rien que contre les Jets la semaine dernière sur 45 passes tentées. Donc la question moi, qui me vient après avoir fait ce petit bilan, c'est Tampa 3-0, mais pendant combien de temps est-ce que ça va tenir ? Ah bah oui, parce qu'ils seront 3-0 que jusqu'à la fin de la semaine, de toute façon. Après, ils seront peut-être 4-0. Mais... Je reformule. Tampa Bay est invaincu. Pendant combien de temps est-ce que cela va tenir ? Ça, c'est la bonne question. Voilà. Mon cher Yaya, est-ce que, parce que Seb a parlé de Baker Mayfield, est-ce que finalement le fil conducteur de cette équipe de Tampa Bay qui n'est plus une surprise, ce serait pas ce Baker Mayfield là, qui est toujours là. On sait ce qu'on a, mais on sait qu'on va avoir du bon. Je pourrais rajouter Mike Evans avec la connexion Mike Evans Baker Mayfield. Est-ce que finalement c'est pas ces vieux briscards là qui font que Tampa Bay n'est plus vraiment une surprise aujourd'hui? Oui. Clairement, c'est gentil, un vieux briscard, c'était gentil. Hein. Ouais, tout à fait. Après, c'est une équipe qui fait très bien ce qu'elle sait faire. Voilà, c'est depuis le. Enfin, ils ont une ligne directrice, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils font pas de choses extraordinaires, mais ils le font bien. Voilà. Donc, c'est une équipe qui est capable de rester sous les radars pendant toute une saison. En plus, comme elle est en NFC Sud et que personne ne s'intéresse à la division, c'est une équipe... et puis, ils n'ont pas de concurrence. Oui, et tu l'as rappelé, Seb, il y a 2 ans, c'est une équipe qui est arrivée dans les playoffs, où on se disait, oui, bon voilà, les Eagles, ils vont arriver contre les Buccaneers, bim, ils se sont fait taper. C'est une équipe qui est capable, comme ça, de vivre vraiment toute une saison sous le radar. Oui, et puis, mais à l'image de leur QB, Baker Mayfield, c'est un peu pareil. Hein. Ils n'en parlent jamais dans les distinctions et tout. Hein. Parce que c'est le vrai quarterback de système tel que on pourrait le décrire, c'est-à-dire que il y a eu l'image encore il n'y a pas très très longtemps quand il est arrivé à Los Angeles, il a 48 heures d'entraînement et il fait un winning drive. Donc tu vois, c'est un très bon pro. Qui sait faire fonctionner une attaque NFL. Alors oui, c'est pas flamboyant, oui, c'est pas un Joe Burrow, un Patrick Mahomes. Malgré tout, c'est le gars, tu sais ce que tu as et tu sais ce que tu n'as pas. Et ils lui font pas faire ce qu'il sait pas faire. Voilà. Donc comme ça. Et c'est en ça où le management est très bon du côté de Tampa Bay. Et donc, donc ça roule, quoi, j'ai envie de te dire. S'ils évitent les tornades, ça ira, quoi. Pour l'instant, voilà. Hein. Floride, ça peut ok, Vindelia. Ça peut toujours. Une chose qu'ils font bien aussi, les Buccaneers, c'est dans la draft, mon cher Seb. Sur ces 2 dernières saisons, ils sont allés chercher notamment, alors on va pas citer tout le monde, mais dans les joueurs qui ont été importants, Jalen McMillan l'an dernier, notamment qui s'est révélé en fin de saison, hein, surtout le receveur qui avait été choisi, si je dis pas de bêtises, au 3e tour. On a eu aussi Bucky Irving. T'en parlais, cette saison, c'est un peu plus compliqué, mais l'an dernier, il a fait une très très bonne saison. Et cette année, ils sont allés chercher Emeka Egbuka, l'ancien receveur d'Ohio State, qui réalise un début de saison tout simplement exceptionnel. Ouais, absolument, et d'autant que il y avait d'autres joueurs de haut profil. Alors attention, Egbuka, c'était un joueur de haut profil. Hein. Quand il a été drafté, on savait c'est un premier tour. Hein, c'est un first round. On savait qu'il avait un potentiel énorme pour la NFL. Il y avait d'autres joueurs de haut profil qui étaient disponibles encore. Ils auraient pu prendre un DB, un pass rusher, où ils avaient des besoins, et ils choisissent un receveur, alors que pourtant, ils semblent armés dans le domaine entre Evans, Godwin et McMillan. Mais c'est un pari qui a été gagnant. C'est déjà 14 réceptions, 180 yards et 3 touchdowns en 3 matchs. C'est lui le meilleur receveur du roster actuellement. Egbuka devant Mike Evans. C'est quand même pas un mince exploit. Mais il faut savoir que
Tampa Bay, ils ont quand même un pédigré en matière de draft. Tu parlais effectivement de McMillan, de Buck Irving, Il y a eu Antoine Whitfield Jr., il y a eu Vita Vea également lors des années précédentes. Et en 2022, par exemple, ils draftent également un defensive back, Zion McCollum, de Sam Houston State. Vous avez entendu parler de Sam Houston State, vous? Moi, non, jamais. Je savais même pas que ça existait. Il le draft au 5e round. Et bilan, en 4 saisons, c'est 198 plaquages, 27 passes défendues. Il a fait une pointe en 2024 à 82 plaquages et 2 interceptions. Donc là aussi, un pari qui a été payant. Yaya parlait du management de Tampa Bay tout à l'heure. C'est une nouvelle preuve que c'est un club qui draft très intelligemment et que c'est une tradition qui ne se perd pas malgré le changement de general manager en cours, du moins pour avant la draft, enfin leur dernière draft, pardon, je m'excuse. Je perds mes mots. Tu nous fais une Vince. Bientôt. Fais gaffe, tu vas nous parler d'intersection bientôt. Non, ça y a pas de risque. J'ai pas de problème de vocabulaire. Tu sais mettre ces syllabes dans le bon ordre, c'est déjà une bonne chose. Bon, Yaya, la draft, tu le sais, toi, c'est toujours important dans la construction d'une équipe et là, au-delà de la construction, dans le fait de la pérenniser au plus haut niveau. Ah ben c'est complètement parce que encore une fois, c'est pas un marché qui est ultra attirant où tu attires forcément tous les plus grands free agents. Alors oui, il y a eu Tom Brady et toute sa clique qui sont arrivés pour mettre un boost, mais sinon en termes de free agent, ça se bouscule pas pour aller à Tampa Bay. Donc voilà. Bon, la Floride, c'est sympa. Oui, et puis alors oui, là c'est sympa, mais il y a d'autres destinations en Floride. Suivez mon regard. Et des gens qui font rien ou alors voilà, tout à fait. Et puis il y a un vrai avantage aussi à la Floride, c'est comme au Texas, tu payes pas d'impôt sur le revenu. La fiscalité est intéressante. Tout à fait, comme quoi les États républicains oui, bon, on va pas faire bon. Mais après, effectivement, oui, quand tu es dans un petit marché, il faut savoir très bien drafter. Et même dans tous les cas, il faut savoir drafter pour pouvoir construire, avoir des plans sur 4-5 ans avec ça. Donc, ça montre une vraie direction. Après, au bout d'un moment, tu es obligé de perdre des joueurs si tu veux pas remettre au pot et surpayer certains joueurs. Donc il y a toujours ces problèmes. Mais encore une fois, la division fait que ça suffit pour être champion depuis, tu l'as dit, depuis 2020. Donc et c'est parti pour durer parce que à côté, ça travaille pas très très bien. Ça s'y met, on va dire, à travailler. On a eu du retard à l'allumage, mais ça. Je pensais pas qu'à vous. Hein. Non, mais bon, c'est pour ça. Dans le marasme de la NFC Sud, je pense que même les Panthers, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être auront réussi à monter quelque chose d'intéressant, parce qu'on voit que par bribes, des fois, c'est plutôt pas assez. C'est pas une cacophonie pas possible non plus. Ouais, mais on parle pas des Falcons, hein, on va les laisser de côté ceux-là. Ouais, mais si tu vois par exemple les Saints. Oui. Mais les Saints, ils ont pris du retard. Ils ont 5 ans de retard. Le truc. Voire plus. Voire peut-être plus, voire peut-être 7. Mais maintenant, ils ont, ça y est, ils ont compris. Bon, il a fallu 7 ans, ça a mis du temps, mais ils ont compris. C'est en train de se goupiller un peu mieux. Ils savent qu'il va falloir aller chercher des pics de draft. Ils ont pris un coach pour un petit moment. Bref. C'est le problème quand tu as un joueur superstar que tu vas jusqu'au bout du processus avec lui. Oui, c'est l'après, toujours. Ouais, c'est un peu comme toi, tu l'as connu, oui, fais tes yeux comme ça, avec la JOCR, après Giroud, il n'y a plus rien eu. Voilà. Alors, on va pas débattre de ça dans Tailgate, mais je pourrais te prouver qu'il y a encore beaucoup de choses à la JOCR. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. On va pas. Et d'ailleurs, on salue les Auxerrois qui ont encore gagné ce week-end. Voilà, allez la JA. Les Buccaneers de Tampa Bay qui ont donc gagné leurs 3 premiers matchs contre Atlanta, contre Houston
contre les Jets. Alors vous allez me dire, je vois déjà Yaya avec ses yeux de merlan frit, qui est prêt à me dire « Oh, bah c'est bon, ils ont battu personne. Les Texans, de toute façon, bon, ils servent à rien. Les Jets, bon, de toute façon, c'est les Jets. Et les Falcons, c'est dysfonctionnel. Donc ils ont battu personne. » C'est ça à peu près, moi, Yaya? J'ai absolument pas dit ça. Là, tu fais de la caricature et tu parles à ma place. On dirait mes ex. Mais bon, on n'a pas couché ensemble. Non, je te confirme. Pas ma connaissance. Hein, je n'étais pas conscient, sinon. Non, c'est moi qui n'étais pas conscient. Mais à côté de ça, un premier match est toujours particulier. Le gagner contre les Falcons. Après, effectivement, les Texans, je pense que c'est ce match qui met les Texans dans la nasse. Et enfin, les Jets, ça a été compliqué, mais ils ont montré à l'expérience que c'était comment on gagne des matchs. Parce que c'est une équipe qui est malgré tout extrêmement expérimentée et ils savent gagner ce type de match. Si tu me permets, mon cher Seb, nous allons revenir sur ces 3 victoires et plutôt sur ces fins de match. Puisque les Buccaneers de Tampa Bay contre les Falcons étaient menés à 1 minute de la fin. Et Emeka Egbuka, dont on a parlé, va marquer un touchdown qui va les faire passer devant. Il gagne 23-20 après que Yongoku ait finalement manqué son dernier coup de pied qui aurait pu envoyer les 2 équipes en prolongation. Contre les Texans de Houston, c'est un nouveau touchdown de Rachaad White, cette fois à 6 secondes de la fin, qui permet aux Buccaneers de passer devant puisqu'ils étaient menés 19-14, si je dis pas de bêtises, juste avant ce touchdown-là. Donc à 10 secondes de la fin, ils étaient encore menés au score. Et contre les Jets, rebelote, ils se retrouvent menés au score à 2 minutes de la fin du match. Ils sont encore menés dans les toutes dernières secondes. Et c'est cette fois Chase McLaughlin, leur kicker, qui va aller donner la victoire aux Buccaneers. Si on résume, si on prend la 59e minute de tous les matchs des Buccaneers depuis le début de saison, les Buccaneers sont à 0-3. Certes, mais ça veut dire aussi autre chose, c'est que ces victoires, elles ont été arrachées sur un comeback drive. C'est-à-dire qu'ils reviennent de derrière, ils ont un dernier drive et ils emportent le match. Baker Mayfield vient de faire 3 comeback drives de suite dès le début de la saison. Alors, je ne sais pas s'il nous prépare son arc de super-héros, hein, mais ça commence à y ressembler. Et il ne faut pas oublier non plus que on parle d'une équipe, d'une attaque en particulier, qui n'évolue pas avec tous ces cylindres. Il y a déjà Macmillan et Godwin qui sont blessés depuis le début de la saison. Là, Mike Evans vient de se rajouter à la liste. Il y a 3 starters qui sont out sur la ligne offensive. Christian Wirfs, Cody Mauch et Luke Goedeke. Tu as une ligne complètement retravaillée avec un centre décalé en garde gauche et un garde décalé en centre. Bref, c'est pas une ligne, c'est un patchwork. Et malgré ça, ils trouvent quand même le moyen de gagner. Quelque part, je trouve ça admirable. Alors oui, on peut peut-être dire que les adversaires ont la valeur qu'ils ont. Oui, on peut peut-être dire que les victoires sont étriquées, mais je connais d'autres clubs qui déjà aimeraient bien avoir la possibilité de faire un drive de comeback dans la dernière minute et qui aimeraient bien être à leur place au lieu d'être 0-3. Suivez mon regard. Alors nous, je sais qu'on a tenté 2 drives de comeback sur les 2 premières semaines. Bon, la semaine dernière, il n'y a pas eu de... Non. Mais ça, il n'y en avait pas. Mais les 2 premières semaines, on les a tentés. Bah, on a raté les 2. Mais bon, ça nous arrange plutôt bien. Mais bon... T'amènes de l'eau à mon moulin, qu'est-ce que je te dis? Mon cher Yaya, est-ce que tu peux nous rappeler la durée d'indisponibilité de notre ami Mike Evans? Ce serait pas 2 à 4 semaines? 2 à 4 semaines. Ouais, ça comme JJ, en fait, c'est dingue. Mon cher Yaya, est-ce que cette blessure de Mike Evans peut contrarier les plans de Tampa Bay, sachant que bon, ils y sont un peu habitués parce que l'an dernier, il avait déjà eu le même type de blessure. Oui, c'est toujours embêtant. Surtout sans Godwin en plus, ça fait beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu t'en remets à un rookie et que tu n'as plus personne d'autre, bon, je pense que ça va être compliqué. Et Seb l'a dit, il y a des blessures un peu partout. Là, en plus, gros morceau week-end prochain.
Alors, les gens n'ont pas forcément le calendrier sous les yeux, donc tu as le droit de leur dire quand ils jouent. Les Eagles. Les Eagles de Philadelphie, à Tampa Bay, il n'y a pas de tornade prévu, hein, on vous le dit tout de suite. Ça devrait jouer. Et je vais même aller plus loin, je vais même te dire les 4 prochaines semaines, parce que c'est Eagles, Seahawks, 49ers, Lions sur les 4 prochaines semaines. Ça peut faire un 0-4 comme un C'est 3. pour ça qu'on a fait le podcast maintenant. Voilà, tout à fait. Parce que peut-être que dans 2 semaines, c'était trop tard. Mais ça change rien à leur saison, en fait. Même s'ils font un 0-4, ils sont 3-4, ils seront toujours en tête de leur division. Ah oui, ça fait sûr. Et ils jouent les Saints, donc ça va. Ouais, mais ils sont ça leur mettra d'aplomb. On n'est pas à l'abri, quoi. Enfin, si tu veux. Ouais. Même question que pour les Colts, Seb et Yaya. Vous les voyez aller jusqu'où? Titre de division, bon. En NFC Sud, j'ai envie de dire, c'est presque acquis. Est-ce qu'on les voit aller plus loin cette année en play-off, les Buccaneers, Seb? Alors, je vais reposer la même question que celle que je posais au début de notre intervention sur les Buccaneers. Tout dépend pendant combien de temps cet édifice va pouvoir tenir. Il y a déjà pas mal de blessés. Là, vous avez souligné l'importance de la blessure de Mike Evans, parce que même c'est aussi ça qui est un peu paradoxal. Pour prendre l'exemple du corps de receveurs, on a beau se dire, mais en fait, ils sont blindés, des receveurs. Ils ont tout le tour du ventre et des très bons en plus. Eh ben, mine de rien, avec les blessures, cette abondance n'est pas si grande que cela. Et c'est là que tu te dis qu'ils ont bien fait d'aller chercher Egbuka, parce que tu disais qu'ils auraient pu aller chercher quelqu'un d'autre en premier tour, et tu as tout à fait raison. Il y avait des gens des joueurs qui étaient projetés pour être dans le top 20, qui ne l'ont pas été, parce qu'aussi les Buccaneers sont allés chercher Egbuka, en se disant, bah oui, ils avaient largement de quoi faire. Quand tu vois l'avalanche de blessures qui se prennent, heureusement qu'ils ont Egbuka aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis ça, c'était aussi peut-être une façon de commencer à préparer l'après Mike Evans, qui, même s'il reste performant, ne rajeunit pas. Donc il y a un jour où ça va s'arrêter. Voilà. Alors pour répondre à ta question, le titre de division, évidemment. Et après, alors là aussi bien malin, une fois de plus, je le rappelle, un Tampa Bay il y a 2 ans, en premier tour de playoff dans les wildcards, ils font tomber un des favoris pour le Super Bowl. Et l'an dernier, c'est l'inverse, ils perdent un peu. Voilà, ils perdent, donc ils ont un bilan qui est un petit peu mitigé dans l'exercice, mais j'ai envie d'y croire un petit peu, j'ai envie de les voir au moins passer un tour et d'aller au Divisional, ne serait-ce que pour récompenser les efforts de Baker Mayfield, hein, qui s'emploie quand même beaucoup à faire gagner son équipe. Allez, pour le geste, moi j'ai envie de les voir passer un tour. Bon, Yaya, même question. Super Bowl pour les victoires? Non, pas Super Bowl. Ça va dépendre surtout de qui vont tomber en wildcard. Donc, c'est ça. Déjà, qu'ils arrivent à faire une saison à 10-7 sera déjà pas mal, plutôt qu'un 9-8. Ou qu'un 8-9, mais ou un 8-8-1. Sera déjà pas mal. Et après, non, en plus que 7 matchs quand même. Hein. Donc ça va être ça va être dans ces eaux-là, je pense. Après, l'avantage d'avoir le titre de division, c'est qu'ils sont sûrs de recevoir déjà pour le match de playoff, c'est déjà un avantage quand même. Tout à fait. Les amis, juste avant de refermer ce podcast et de donner tout le programme de cette 4e semaine de compétition qui va être passionnante, à n'en pas douter une nouvelle fois, est-ce que Seb, tu as une autre équipe, toi, dans ce début de saison qui te surprend? Alors, c'est pas forcément une équipe à 3-0, ça peut être une équipe qui est à 2-1 et que tu voyais pas forcément aussi bien, à part les Colts et les Buccaneers, puisqu'on rappelle, le thème de ce podcast, c'est qui est la vraie surprise de ce début de saison. Alors, je vais prendre ta question. Est-ce qu'il y a des équipes qui me surprennent, mais je vais peut-être pas la prendre dans le sens où tu l'entends. J'ai des équipes qui me surprennent, mais pas dans le bon sens. Ah, ça peut aussi. Je suis désagréablement surpris par les Patriots qui sont seulement 1-2, alors qu'on les attendait quand même sur la remontée et que jusqu'ici, ça a quand même pas montré grand-chose. Je suis vraiment atterré par Houston, alors dont on savait que l'édifice était fragile, mais qui est quand même 0-3 et qui ne montre rien.
Et comme beaucoup, je suppose, je suis très surpris par le départ, une victoire de défaite des Chiefs de Kansas City, que je ne m'attendais pas à voir au fond de leur division, quel que soit le moment de la saison. Et alors, on va avoir, on en parlait en off, mais on va avoir un match avec les Ravens cette semaine des Chiefs. Donc ça veut dire que soit les Ravens, soit les Chiefs seront à 1-3 à la fin de la semaine. Et autant dire que ça, on s'y attendait pas forcément. Les Ravens m'inquiètent moins parce que leur défaite contre Buffalo il y a 24 heures, c'est que ça a été la grosse bagarre et Buffalo a été contre Détroit, pardon. C'est que ça a été la grosse bagarre et Détroit a été meilleur. Bon. Voilà. Ouais, ça m'inquiète un petit peu moins. Bon, il y a une équipe qui te surprend, qui te déçoit, ça peut aller dans les deux sens. Alors, qui me surprend, moi, ça va être San Francisco qui est à 3-0. Moi, je trouve que je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'ils allaient être à 2-1. Je pensais pas qu'ils allaient être invaincus encore à la 3e journée. Clairement, moi, c'est l'équipe. Après, qui me déçoit un petit peu. Attends, qu'est-ce que je m'étais noté? Bon, après, Miami, bien entendu. Alors là, c'est vraiment la grosse déception. Et après, le reste, oui, Baltimore à 1-2. Mais il n'y a pas péril en la demeure là. Là, c'est juste comme mathématiquement parlant, le problème. Ouais, voilà. Et tu l'as dit, il y a un gros match qui va arriver. Ouais. Malheur aux vaincus. Eux, ça leur serait moins préjudiciable à eux qu'à Kansas City. Oui. Et voilà. Et parce que la division sera sans doute plus accessible pour les équipes. Et équipe qui surprend, bien entendu, c'est les Chargers à 3-0. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, je vais vous donner le programme complet de cette 4e semaine de compétition et après on parlera du programme sur The Playoff. Le programme de cette 4e semaine de NFL, ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi avec un duel qui va intéresser Seb puisque c'est de la NFC West, les Cardinals de l'Arizona qui reçoivent les Seahawks de Seattle. Dans cette NFC West où on a un peu de mal à voir ce qui se passe, on sait pas trop où ils en sont, tout le monde a un bilan positif, bref c'est un peu compliqué. On va peut-être y voir un peu plus clair ce jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, ce vendredi matin pour nous. Moi ça m'arrangerait que les deux perdent, mais bon. Un match nul. Que les deux finissent avec une défaite, mais apparemment c'est pas possible. Notez bien dans vos agendas dimanche à 15h30, et c'est bien à 15h30 puisque le match se jouera à Dublin. Les Steelers de Pittsburgh reçoivent les Vikings du Minnesota, enfin reçoivent à Dublin, donc bon là. C'est donc dimanche à 15h30, il y aura de la NFL et ça passe sur M6+, il y aura de la NFL du coup. À heure européenne encore plus que d'habitude, puisque là, on n'aura même pas besoin d'attendre de dîner. Vous pourrez regarder ça au goûter, c'est encore mieux. À l'heure du dîner, vous pourrez vous délecter d'un magnifique Giants Chargers avec les débuts de Jackson Dart. On en parlera dans le podcast demain. Les Texans face aux Titans. Là, c'est pas le droit à l'erreur pour Houston. Les Falcons qui reçoivent les Commanders, les Bills qui reçoivent les Saints, dans un match qui s'annonce particulièrement serré entre les deux équipes. Les bookmakers mettent 16 points d'avance aux Bills pour le handicap du match. C'est le plus gros handicap depuis le début de la saison. C'est pour vous donner un peu l'idée du suspense qui entoure cette rencontre. Les Buccaneers qui vont recevoir donc les Eagles, on en a un petit peu parlé, les Lions qui reçoivent les Browns de Cleveland, les Patriots qui accueillent les Panthers, ça c'est pour le match de 19h à 22h. Les 49ers accueillent les Jaguars, les Rams vont recevoir les Colts, les Ravens qui se déplacent à Kansas City et les Raiders accueillent les Bears. Ensuite, pour le Sunday Night Football, les Cowboys affrontent les Packers, le retour de Micah Parsons du côté de Dallas, ça va être assez sympathique. Et enfin, les Monday Night Football, parce qu'il y en a deux, les Broncos qui reçoivent les Bengals, et alors celui de la déprime, si vous avez autre chose à faire, les Dolphins qui accueillent les Jets. Celui-là, je pense que quand ESPN a signé le Monday Night Football, ils savaient pas encore. Je pense que quand ils ont choisi, ils étaient pas au courant de ce qui allait se tramer, parce que là, c'est quand même... Bref, voilà. Et alors, je plains nos amis de beIN Sport, d'ailleurs, au passage, qui, eux, sont contractuellement obligés de passer le Monday Night Football d'ESPN, et qui doivent donc faire une croix sur Broncos-Bengals pour diffuser Dolphins-Jets. Voilà. C'est un complot contre Vince.
C'est ainsi que va la vie d'une chaîne de télévision. On pense bien fort à tous nos amis de Beansport, Benjamin Peter, Marcangelo, bref, tout le monde, quoi. C'est bien triste. Lionel Buton, et on va pas tous les citer, mais on pense fort à eux quand même. Sur The Playoff, le programme, c'est dès demain, un nouveau podcast, un court format donc pour parler de Jackson Dart qui devient titulaire des Giants. On se retrouve aussi mardi pour parler de toute la 4e semaine, pour débriefer toute cette 4e semaine. Et n'oubliez pas, je vous le rappelle, tout ce week-end, les championnats d'Europe de flag football à Choisy-le-Roi, où vous aurez tous les résultats, les interviews sur The Playoff, notamment avec nos équipes de France. On aura moi-même et Wake qui seront sur place samedi, notamment pour les finales, pour vous faire toutes les interviews des meilleurs joueurs européens. Et si vous êtes dans le coin, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à prendre vos billets et à venir nous voir directement au parc interdépartemental des sports du Val-de-Marne. Voilà pour toutes ces infos. Merci Monsem, merci Yaya, merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit du coup à demain pour parler de Jackson Dart et des Giants. Salut tout le monde.